Nous avons donc trois invités. À ma gauche, Zora Bitan. Zora Bitan. Donc vous êtes militante associative, vous êtes cadre territorial. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus d'ailleurs sur... On vous présente généralement comme ça, c'est quoi? Oui, bonjour à tous. Oui, je suis militante associative depuis très longtemps et en particulier sur le thème de l'éducation à la citoyenneté sur le terrain, auprès des jeunes depuis très longtemps. Et je suis chroniqueuse sur RMC depuis à peu près 7 ans. Oui, voilà, mais on vous présente toujours comme cadre territorial. Oui, je travaille dans le secteur social, dans une administration depuis à peu près un peu plus de 30 ans. D'accord. Pardon, je vous l'en... J'ai pas fini pour votre présentation. Donc en 2014, vous arrivez de la gauche, vous avez été porte-parole de Manuel Valls, et cette gauche-là, vous allez la critiquer. Vous faites un livre en 2014 qui s'appelle « Cette gauche qui nous désintègre », et vous en prenez au faux modèle d'intégration dans les banlieues. En 2020, vous présidez un ouvrage collectif qui s'appelle « Je suis Mia, je suis Charlie, nous sommes la République », où 50 personnes s'expriment sur la laïcité et la liberté d'expression. Et, comme vous venez de le signaler, vous avez sorti aussi un livre qui s'appelle « Une grande gueule, made in France ». Donc on reviendra vers vous tout à l'heure. À ma droite, c'est juste lié à la position des sièges, Claire Koch. Vous venez de signer un livre qui s'appelle « Claire, le prénom de la honte » et vous nous expliquerez pourquoi. Vous êtes journaliste à France Télévisions et on verra pour quelles raisons vous avez toutes les raisons d'être là aujourd'hui et de participer à ce débat. Et à côté de moi, au bout de la rangée, Pierre-Yves Vicence, vous venez de publier un livre qui s'appelle « Une école pour tous les enfants du monde, les apprentissages scolaires et l'école inclusive », et vous appartenez au monde de l'éducation. On vous présente comme un didacticien des mathématiques. Qu'est-ce que c'est que ça, un didacticien des mathématiques? Alors, c'est une version moderne de la pédagogie des mathématiques. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'abord de l'objet à enseigner avant de s'occuper de la manière dont on va l'enseigner. D'accord, donc comme j'ai toujours été nul en maths, c'est pas pour vous. Vous êtes aussi professeur, vous êtes inspecteur, vous êtes chef de projet de coopération éducative en Afrique et vous êtes aussi consultant. Voilà. Et vous êtes un régional de l'État puisque vous habitez ici. Alors, vous habitez dans le coin, dans la région. Alors donc le thème donc, de ce débat, c'est Joséphine Baker, icône de la fraternité. Un exemple toujours d'actualité. La première question que j'ai envie de vous poser aux uns et aux autres, c'est la figure de Joséphine Baker, pour vous, elle représente quoi aujourd'hui? Et est-ce qu'elle représentait quelque chose dans les années auparavant, avant qu'on la redécouvre? Car il y a une vraie redécouverte de Joséphine Baker depuis quelques années, qui a culminé évidemment avec le Panthéon. Ça représente quoi pour vous, Zora? C'est vrai que le temps de la construction d'un autre personnage de Joséphine Baker, en dehors de celui de l'artiste, c'est-à-dire de la femme, de la militante, de la femme courageuse, de la femme qui a participé à la résistance, est arrivé un peu plus tard, mais il n'empêche que c'est une femme actuelle et c'est une femme dont les valeurs sont intemporelles. Le courage, la fraternité, l'égalité, le besoin de justice, d'égalité, sont des valeurs qui traversent le temps, qui traversent les territoires, qui traversent le monde et qui n'ont pas forcément de temporalité. Mais il n'empêche que dans l'histoire, il y a toujours des hommes, ou plutôt des femmes et des hommes, qui les portent et les incarnent d'une manière un peu plus forte et puissante que d'autres. Et heureusement qu'ils sont là, parce que ils permettent à eux de sublimer, ou en tout cas de rendre accessible, et puis de faire sien des valeurs telles que le courage. Pour moi, Joséphine Baker, ce qui la caractérise le plus, en tout cas, c'est le courage. Parce que il faut du courage pour être libre, il faut du courage pour faire vivre ses convictions, il faut du courage pour faire vivre ses idéaux, il faut du courage pour que l'égalité, la justice et la fraternité puissent vivre autour de soi et puissent aussi se propager et faire en sorte que chacun y ait accès.
Et sans courage, on n'arrive pas à grand-chose. Et donc, pour moi, c'est vraiment ce qu'elle incarne en particulier et décliné avec tout ce qu'elle a pu apporter à l'humanité en son temps et à l'humanité aujourd'hui lorsque nous en parlons et de là où elle est au Panthéon parce qu'elle incarne. Voilà un petit peu pour moi ce qu'incarne Joséphine Baker, d'intemporel et d'infiniment utile et indispensable à tout être humain, quel que soit l'endroit où il se trouve, quels que soient les problèmes auxquels il peut être confronté, quelles que soient les situations dans lesquelles il se trouve. C'est le courage qui nous fait agir, c'est le courage qui nous fait sauver des gens, c'est le courage qui nous emmène à vouloir être épris de justice et d'égalité à n'importe quel prix, y compris au prix de sa vie. Et elle a immensément un courage infini qui fait que c'est une femme qui était exceptionnelle et qui le restera éternellement. Claire, dans votre livre, vous incarnez une forme très particulière de fraternité, puisque c'est même une de vos revendications existentielles. Vous arrivez d'une famille d'origine turque et vous avez voulu être française. C'était une vraie revendication dans votre parcours. Et en 2008, vous avez obtenu la nationalité française. Vous aviez 25 ans, contre l'hostilité des vôtres. Il faut bien, contre l'hostilité des vôtres. Donc, vous nous expliquerez tout à l'heure la version de la fraternité que vous défendez. Mais juste avant ça, dans votre famille, dans votre enfance, est-ce que Joséphine Baker incarne quelque chose? Est-ce que c'est une figure ou pas du tout? Oui, alors mon livre qui s'appelle Claire, le prénom de la honte, qui est un titre volontiers provocateur, qui n'est pas la honte pour moi, mais pour tous ceux qui ont réagi de manière négative à mon changement de prénom à 25 ans quand j'ai fait ma demande de naturalisation. En fait, l'ouverture, la première page d'ouverture, en fait, je cite le discours de Joséphine Baker qu'elle a prononcé le 12 mai 1957 au congrès de la LICRA, qui est devenu plus tard la LICRA. Donc c'est très rapide, je vais vous relire ce petit passage que j'ai cité, parce que pour moi, il représentait totalement ce que je ressentais. Et donc le voici. Donc ici, je savais que je serais sauvée, que je pourrais vivre pour une cause qui est la fraternité humaine. Je suis venue. Personne ne m'a dit noir, personne ne me disait négresse, mot qui me blessait terriblement. Petit à petit, toutes ces craintes sont parties. Je suis devenue une femme ayant confiance dans la vie, une femme élevée par la France à laquelle je dois ma gratitude. J'ai été portée au nu, je peux le dire. Et cette citation, 66 ans après, eh bien, moi, elle me donne encore des frissons et elle est d'une pertinence incroyable. J'ai voulu la citer dans mon livre, d'ailleurs, qui est paru avant qu'elle soit panthéonisée. Je me disais, mais c'est fou, pourquoi elle n'est toujours pas au Panthéon? Je veux dire, moi, elle me transcende dans son amour. On parle de courage. Zora Bitton a cité le mot courage pour la définir. Moi, je compléterais aussi par amour. L'amour de la France. Joséphine Baker, elle a fui l'Amérique raciste et ségrégationniste, et elle a choisi la France pas par hasard, elle a choisi la France par amour, parce qu'aussi c'était le pays de la liberté. Moi, ça me parle parce que justement, je viens d'une famille où... en plus, c'est une femme, donc ça me parle d'autant plus. Je ne fais pas de différence entre les hommes et les femmes, mais on a toujours besoin de figures, de grandes figures pour avancer, pour s'élever. Moi, je viens d'une famille où être une femme, c'était pas rien, mais c'était pas grand-chose. Et j'ai visité par la suite, un peu plus tard, quand j'ai été autonome et adulte, le château d'Émilonde. Je me reconnais dans son amour pour la France, sa reconnaissance. Moi, je suis éternellement reconnaissante. La France avait aussi fait de moi une femme libre. Je dis pas que tout est rose, tout est beau, mais quand même pour moi, la France incarne le pays des femmes libres. Surtout quand on vient d'un pays ou d'une culture où être une femme est réduit à pas grand-chose. En fait, on n'a pas le droit. On a le droit qu'à une chose, c'est de se taire et de faire ce qu'on nous demande de faire. Donc Joséphine Baker, pour moi, elle représente vraiment cette femme qui a pris son destin en main et que la France, qui est reconnaissante envers la France. Et vous, Pierre-Yves Vicence, en quoi Joséphine Baker est un exemple ou une inspiration? Alors, si vous voulez bien, je vais commencer par une anecdote. C'était dans les années 60 et l'Émilonde était un château qu'on ne visitait pas.
Et j'avais une amie d'enfance dont la sœur avait épousé un grand sergent de l'armée américaine qui travaillait au Shape à Aucancourt. Et donc, quand ils sont venus nous voir en Dordogne, la première chose qu'on leur a faite, c'est faire visiter les châteaux, et en particulier les Milandes. Alors, les Milandes, c'était pas ce que c'est maintenant, hein. Il y avait un hôtel à l'entrée, quand on arrivait, puis après, on remontait, et il y avait une espèce de petite avenue, avec, à droite, en face, il y avait le musée de Joséphine, et sur la droite, il y avait une crêperie. Et donc, après avoir été voir les grilles du château, on est allé prendre une crêpe. Ouais, j'avais une quinzaine d'années. Et notre ami Samy voit une noire américaine dans la crêperie. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre. Et Samy et Margaret avaient été à l'école à Saint-Louis ensemble. Et donc, il se trouve donc que la dame qui tenait la crêperie des Milandes était la sœur de Joséphine. Et donc, la sœur de Joséphine nous prend tous par la main et nous dit « On va aller voir Joséphine ». Et c'est comme ça que nous sommes entrés dans la cuisine de Joséphine. Et Joséphine était dans la cuisine et il y avait la tribu arc-en-ciel qui était à table. Et il y avait une soupière sur le coin de la table. Ça, c'est la première image que je garde de Joséphine. Et c'était assez extraordinaire parce que, bon, je suis métisse, ça se voit, et cette idée d'avoir une tribu arc-en-ciel était un petit peu un renvoi à mes origines et à savoir ce que j'étais, puisque je suis quand même périgordin d'adoption. Alors évidemment, Périgord noir, ça va sans dire. Alors maintenant, l'histoire de Joséphine, elle est multiple parce que sa fille en a parlé. Il y a eu un certain nombre de désagréments quand ils sont arrivés à Joséphine. Mais Joséphine a porté en Périgord quelque chose dont on parlait tous. C'était ce parc qui était ouvert à tout le monde. Ça, c'était la discothèque, la première discothèque en Périgord. Et donc, il y a une espèce de première chose qui a été faite par Joséphine ici, ça a été de rendre cette région accueillante. Elle a accueilli tout le monde, y compris les premiers Américains qui sont venus pour Joséphine. La deuxième chose, c'était l'histoire de Joséphine comme résistante. Ça, nous ne l'avons su que beaucoup plus tard. Mais cette histoire fait partie de notre ADN. Et si je reprends cette anecdote, l'idée c'est que c'est la fratrie de Joséphine qui nous a amenés dans le château pour aller assister à un repas fraternel. Et la question qui se pose, c'est la fraternité était présente lors de cette première rencontre. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle la fraternité? Et qu'est-ce que Joséphine nous apprend sur cette fraternité? Oui, alors surtout que les Milandes, enfin telles qu'elle l'avait constituée, telles que vous l'avez décrit, il y avait un énorme panneau qui attendait les visiteurs. C'était la capitale de la fraternité. C'était village du monde, capitale de la fraternité, et évidemment la tribu arc-en-ciel en étant l'illustration la plus frappante. Précisément, quels souvenirs vous gardez, puisque vous faites appel à des souvenirs vivants de Joséphine avec les enfants, quels souvenirs vous aviez de cette tribu arc-en-ciel et surtout, quelle sorte d'inspiration ça représentait pour vous, puisque vous avez dit que vous étiez métisse, vous apparteniez au Périgord noir. Cette tribu arc-en-ciel, est-ce qu'elle avait une grande valeur pour vous? Est-ce qu'elle avait une valeur d'exemple? Est-ce qu'il y avait quelque chose d'assez admirable pour vous? Est-ce que c'était... C'était évidemment un modèle dans la mesure où elle avait adopté des enfants de toute nationalité, de toute couleur, et c'était quelque chose d'exceptionnel. Nous étions très peu de Noirs dans la région à cette époque-là, et j'ai des amis d'enfance qui ont vu à travers moi le premier Noir. Donc ça a été une aventure. Et le fait que Joséphine soit noire aussi nous rapprochait. Et le fait qu'elle soit américaine, il y a une espèce de lien qui s'est tissé naturellement, mais j'étais trop jeune à l'époque pour prendre conscience de la puissance de Joséphine.
Alors justement, Claire, dans votre livre, vous expliquez à quel point la fraternité, il faut bien comprendre que la fraternité est quelque chose justement qui unit et que vous avez eu à cœur de combattre au cœur même de votre propre famille cette idée de fraternité, à la défendre, à vous opposer à votre famille. Expliquez-nous justement en quoi Joséphine Baker, dans votre combat, d'abord parlez-nous de votre combat et en quoi Joséphine Baker, d'une certaine façon, est une de vos inspirations. Oui, alors on va commencer du début. La raison pour laquelle le livre s'appelle Claire, le prénom de la honte. En fait, à 25 ans, j'ai décidé de demander la nationalité française parce que jusqu'à présent, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Je m'étais toujours vue, considérée comme française. Mais effectivement, administrativement, je ne l'étais pas, contrairement à mes deux frères qui étaient nés en France, parce que moi, je suis née en Turquie. Mes parents sont d'origine turque et je suis arrivée à l'âge d'1 an en France en 1984. Et en fait, tout d'abord, quand j'ai obtenu ma nationalité 2 ans après, donc je suis rentrée toute joyeuse, toute heureuse de montrer ma carte d'identité française à mes parents, et en disant en plus j'ai changé de prénom, c'est possible, on peut changer de prénom. Et je l'ai fait comme ça, sans réfléchir, sans me poser 36 000 questions, c'était juste, j'en avais envie. Je me sentais française, j'avais en plus envie d'appartenir au paysage sonore français, mais c'était vraiment très personnel. J'en avais jamais fait étalage, d'ailleurs j'en avais même pas parlé à mes parents, ça ne m'était même pas venu à l'idée de leur en parler. Et en fait, ils se sont braqués en disant « Quoi, fais voir, t'as changé quoi comme prénom ? Claire, mais c'est quoi ce prénom de merde ?» Excusez-moi l'expression. Donc ça, à partir de là, donc j'étais encore étudiante. Chaque fois que je parlais de ma vie universitaire ou que je donnais mon point de vue, c'était « Arrête de faire ta sale française ». Et moi, je disais « Mais française, d'accord, mais pourquoi sale ?» Alors, ça les énervait encore plus. Ensuite, quelques années après, je suis devenue journaliste parce que j'avais entamé des études de journalisme. J'ai rencontré mon mari sur mon lieu de travail et puis j'ai annoncé quelques temps plus tard à mes parents que j'avais rencontré l'homme de ma vie et qu'on allait se marier, on avait décidé de se marier. Et puis quand ils ont appris qu'il était français, parce que mon père m'a dit « Mais un français, un vrai français ?» Je dis, oui, il est français. Tu sais, ta fille, elle est française, donc forcément, il y a une chance sur 2 que j'épouse un Français. Enfin, il y a plus de chances que j'épouse un Français qu'un étranger. Enfin bon. Et donc, là, là, ils ont coupé les ponts. Ils ont décidé que je n'étais plus assez bien, donc ils m'ont renié. Donc ça, c'était dans ma famille. En fait, quelque part, voulant me faire mal, ils m'ont libérée, en fait, sans le vouloir. Ils ont fait de moi une femme libre aussi parce que j'avais plus de compte à rendre, en fait. J'étais devenue journaliste, je m'étais mariée, je suis devenue maman. Tout ça n'était pas important pour eux. Puisque, comme je le disais, pour eux, j'étais pas grand-chose parce que dans leur vision de la femme... Enfin, moi, j'avais l'impression d'être une femme des années 20 en France, en fait, où il fallait que je demande l'autorisation pour tout. C'est un peu comme dans le... j'en parlerai un petit peu plus tard, mais il y avait aussi un épisode où j'avais essayé de leur montrer la culture française, ce que c'est que la culture française, parce que mes parents, après 40 ans passés en France, ils ne parlaient toujours pas français. Et en plus, ils avaient été naturalisés. Donc je me disais quand même, il n'y a aucun effort, quoi. Et donc moi, j'étais un petit peu le vilain petit canard, quoi que je fasse. Donc ça, c'était pour la partie familiale. Mais ce genre de récit, je pense qu'on en a déjà entendu beaucoup. De cette partie, qu'il y a des immigrés qui veulent pas s'intégrer, qui veulent pas apprendre le français, qui vivent en vase clos, comme des étrangers en France. Donc moi, en plus, ils m'avaient élevée comme une étrangère, comme une turque. Ils voulaient que je sois turque sur tous les pans de ma vie. Ils m'interdisaient de devenir française. Moi, j'étais pas contre le fait d'hériter de cet héritage turc. J'étais pas contre le fait d'hériter ça. En revanche, ils refusaient que je sois aussi française. Donc à 25 ans, j'ai fait un choix. Je ne voulais plus être tiraillée entre 2 cultures, parce que pour moi, c'était pas du tout un enrichissement. J'ai dit que je suis française, d'origine turque. Je ne rejette pas mes origines. Mon pays d'origine, donc c'est la Turquie, mais c'est le pays de mes ancêtres. Aucun problème, j'aime, mais c'est le pays de mes ancêtres. Moi, je suis française. Et mon pays, c'est la France. Et tout ce que je vais faire, c'est pour la France. Parce que je suis reconnaissante pour tout ce qu'elle m'a apporté, parce que moi, je suis née à l'âge d'1 an en Turquie, dans un village anatolien avec de la terre battue, une maison avec de la terre battue au sol, et de parents bergers, d'une famille de bergers, et je suis devenue en France journaliste. Pour moi, c'est juste quelque chose de... Enfin, comment ne pas être reconnaissante envers ce pays qui offre ça ? C'est un changement de classe sociale en une vie, en à peine 25 ans.
passer sur le territoire. Donc je pense que ça, on noircit beaucoup le tableau de la France. J'entends beaucoup de discours dans ce sens. Je crois qu'à un moment aussi, il faut reconnaître les belles choses qu'offre la France. Je dis pas que tout est rose, mais voilà, moi j'ai décidé de parler des belles choses, et c'est ce que je fais dans ce livre. Je suis reconnaissante et je parle des belles choses que la France m'a apportées. C'est dans ce combat-là, justement, que je me suis engagée, et c'est à ce titre aussi que Joséphine Baker me parle énormément. Et puis, des héros, il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça que ce sont des héros. Ils sont, enfin, Joséphine Baker, la résistante, pour moi, ça a un sens, ça veut dire quelque chose. Donc ça, voilà, l'histoire de ma famille, c'est ça. Mais quand je suis devenue journaliste, au début de mon métier, j'ai eu affaire à, on va dire, des Français de longue date, je vais le dire comme ça, qui ne voulaient pas voir en moi une Française à part entière. Et pour moi, c'est ça aussi la fraternité. C'est-à-dire qu'ils me disaient, non mais, Claire, allez, à moi tu me la fais pas, c'est quoi ton vrai prénom ? En mettant leurs doigts comme ça, comme si, enfin, mais c'est mon vrai prénom, enfin, c'est le prénom que j'ai choisi, c'est comme ça que je préfère que j'avais envie de me présenter, en fait. Il n'y a pas de démarche politique, il y a rien dans ce sens, c'est humain. Parfois, quand on se sent français, on a aussi envie d'avoir un prénom français, c'est aussi simple que ça. Et en plus, dans l'histoire, ça s'est fait. Mais ces choses banales, elles sont aujourd'hui pointées du doigt, elles sont politisées, et c'est ça qui est terrible. Et donc, ces collègues me faisaient toujours des procès en assignation à résidence identitaire perpétuelle. Une fois que j'ai dit que j'étais d'origine turque, ok, très bien, mais ils ne me parlaient que de ça. Et Erdogan, et le temps en Turquie, et ci, et ça. Je disais, mais c'est de la xénophobie, en fait, parce que moi, je ne vais pas lui demander à mon interlocuteur tous les 4 matins qu'est-ce qu'il pense, je ne sais pas, de la politique de son pays d'origine, du président de son pays d'origine. C'est assez étrange à leur faire expliquer, à ce qu'ils le comprennent, puisqu'ils n'avaient que le mot antiracisme à la bouche, fraternité à la bouche, mais dans leur réaction, ils le faisaient inconsciemment, c'est-à-dire qu'ils ne se mettaient même pas en question sur leur manière de parler. Donc ils refusaient de voir en moi une Française à part entière. Et dans mon livre, qui n'engage que moi, évidemment, je ne dis pas que je suis un modèle à suivre, je ne dis pas que j'ai raison, mais moi, je pars du principe que l'assimilation à la française, c'est-à-dire que faire de l'histoire de France son histoire, s'agréger dans cette histoire, vouloir s'agréger à ce pays, eh bien, c'est ce qui fait qu'on est des citoyens à part entière, et c'est le droit à, comment je pourrais définir ça, à exister au même titre qu'un Français de longue date, en fait. Voilà. Et voilà, pour moi, être Français, c'est aimer la France, la défendre, surtout la défendre en ce moment où elle est attaquée de toutes parts, où tous les 4 matins on reproche quelque chose. Moi je viens d'un pays quand même qui était l'Empire ottoman. Je suis originaire de ce pays-là, qui a aussi été un empire vaste et qui s'est étendu sur plein d'autres continents. Je crois pas que tous les 4 matins on reproche à la Turquie son passé. Donc aujourd'hui, je pense que l'histoire, c'est l'histoire, elle est comme ça, et c'est complètement, je trouve, insensé de juger l'histoire aujourd'hui à notre ère, avec les lunettes d'aujourd'hui, dans notre fauteuil, sur notre canapé, avec nos pantoufles aux pieds. Je trouve que voilà, c'est un petit peu malhonnête. Dans son livre, Claire Koch explique en gros que la fraternité, ça n'est pas la coexistence de plusieurs communautés, et c'est pas ça qui fait nation et tout ça. Quand on vous écoute aux grandes gueules, très souvent vous combattez ce multiculturalisme comme ça qui fragmente plutôt qu'il n'agrège. Est-ce que vous partagez cette idée-là, qu'en effet la fraternité, c'est pas une coexistence de communautés, mais quelque chose qui rassemble plus qu'il ne divise? Je fais partie de ceux... alors moi je suis née à Paris, je fais partie de cette deuxième génération née en France, et je fais partie de ceux qui ont eu un parcours un peu naturel avec ce pays, qui est devenu le mien par nature. J'ai pas eu de problème de communion avec ce pays. Pour moi, la fraternité, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'origine, elle n'a pas de frontières. J'imagine une communauté nationale, un pays en cohésion, un pays en communauté ensemble, à partir du moment où nous avons les mêmes codes sociaux collectifs. C'est ça qui est important. Lorsque nous avons les mêmes codes sociaux collectifs, où notre mode de vie repose sur des valeurs communes,
Notre mode de vie repose sur des règles communes où les femmes ont les mêmes droits, où les êtres humains ont les mêmes droits, où nous respectons les valeurs de la République, où les lumières prédominent sur l'obscurantisme. La couleur, l'origine, la religion, la pratique ou pas n'ont pas d'importance. C'est pas ça qui est important. C'est est-ce que toi et moi, dans le pays dans lequel nous évoluons, nos codes sociaux collectifs sont identiques? Est-ce que nous pouvons faire route ensemble sur des règles communes? À partir de là, nous pouvons parfaitement vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes traditions, qui n'auraient pas les mêmes cultures, qui n'auraient pas la même façon de se nourrir, la même façon de vivre dans leur foyer. Ce n'est pas le problème. C'est comment dans l'espace collectif, nous partageons quelque chose de commun qui fait que nous sommes libres, égaux et fraternels. Le reste ne compte pas. Il ne faut pas se tromper de combat. Nous ne combattons pas la diversité. Il ne s'agit pas de combattre. La LICRA, d'ailleurs, porte ce discours de Saint-Exupéry. Si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Nous nous enrichissons tous les uns des autres. Je fais partie de cette génération où être français, c'était une mission. C'était un parcours, il fallait le faire. L'école de la République nous y a aidés, mais chaque Français nous y a aidés. Et nos parents nous y ont poussés. Vous êtes en France, ce pays est le vôtre, il va falloir le conquérir, il va falloir en faire votre pays. Ça va pas être simple, mais vous allez y arriver. Et nous y sommes parvenus, ma génération est parvenue à devenir français, à devenir citoyen de ce pays, à embrasser ses valeurs, tout en ayant à l'esprit que nos parents ont fait le paysage de ce pays, ont fait aussi la culture de ce pays, ont fait aussi la richesse de ce pays et ont fait l'histoire de ce pays. Donc la fraternité, on peut la faire avec qui on veut et où l'on veut, pourvu que tu partages les mêmes codes que moi, pourvu que dans ta vie, les femmes, elles aient la même égalité que dans ma société, pourvu que les droits humains, tes droits humains soient les mêmes que dans ma société. Ce qui est insupportable, ce qu'il ne faut pas accepter, ce qu'il ne faut pas laisser se propager, ce sont des codes sociaux collectifs qui correspondent soit à des codes divins ou soit à des codes sectaires. Ici en France, c'est les Lumières, les droits de l'homme, l'égalité, la liberté et la fraternité. C'est tout. C'est notre seul combat. On n'est pas dans un combat d'origine, on n'est pas dans un combat de confession, on est dans un combat de valeurs. Tu partages les mêmes valeurs que moi, tu peux rentrer chez toi prier, ça ne me dérange pas. Tu partages les mêmes valeurs que moi, tu peux faire le carême, le ramadan et Pessa, ça ne me pose aucun problème. Tu partages les mêmes valeurs que moi, ta fille et ta femme hériteront de la même façon que les miennes. Point. C'est tout. C'est la seule bataille à mener. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de bataille à mener contre des religions. Il n'y a pas de bataille à mener contre des territoires, ni des origines. Il y a une bataille à mener qui est celle des valeurs. Dès que les gens transgressent nos valeurs, il faut les combattre. Tes valeurs, ce ne sont pas les miennes. Ici, il n'y a pas de féminisme religieux. Il y a un féminisme laïque, républicain et assis sur des droits humains. Ils ne sont pas assis sur des droits divins. Donc aujourd'hui, nous avons des gens qui essayent tout doucement de changer des codes sociaux collectifs en imposant des règles et des modes de vie qui sont complètement opposés à ce pourquoi nous nous battons, à ce pourquoi nous nous sommes battus, à ce pourquoi d'autres se sont battus bien avant. Et c'est ça le garde-fou de la LICRA, et c'est ça le garde-fou de tout citoyen soucieux de préserver soit une diversité qui peut que nous enrichir les uns les autres, mais c'est tout. C'est le seul que l'on s'appelle Zora, Sophie, Caroline, Ahmed ou Mehdi n'a pas d'importance.
c'est est-ce que ensemble dans la société, nous pouvons vivre les mêmes choses, dans les mêmes valeurs, et tu ne marieras pas ta fille de force parce que c'est interdit chez nous, tu ne l'exciseras pas, tu ne l'enfermeras pas, tu ne puniras pas tes garçons parce qu'ils n'auront pas fait un mariage mixte, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Tout ce qui est de la bigoterie d'un Moyen-Âge, tout ce qui est sectaire, tout ce qui va enlever des droits que nous avons chèrement conquis, comme l'IVG et d'autres, c'est ça notre combat. Il n'a pas de couleur, pas d'origine, pas de frontières et pas de territoire. Il a juste un socle commun qu'on connaît tous par cœur, qui date et qui est toujours d'actualité. Et c'est ça qui est important. Claire, dans votre livre, vous ne dites pas autre chose. Vous expliquez en gros que l'ennemi de la fraternité, c'est un peu la dérive du multiculturalisme, c'est-à-dire la façon dont tout le monde veut rester chez soi et défendre sa propre communauté contre les autres. Et vous dites qu'il n'y a pas de plus grand ennemi de la fraternité que cette posture-là. Hein. Oui, parce que contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le multiculturalisme, c'est pas tout le monde qui vit mélangé les uns avec les autres, dans la joie et la bonne humeur. C'est pas vrai. Le multiculturalisme, c'est chacun qui vit dans son coin, sans se mélanger, en se regardant en chien de faïence. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors, je ne fais pas de généralité, je décris ce que j'ai vu, c'est factuel. Dans la cité dans laquelle j'ai grandi... Est-ce que je peux vous couper? Parce qu'il y a un exemple très fort dans votre livre. Vous dites qu'à un moment, quand les paraboles sont arrivées, oui, ça a été l'enfermement, quoi. Complètement. En fait, mes parents, quand ils sont arrivés dans les années 80, leur intégration se passait plutôt bien. Ils allaient prendre des cours de français, ils suivaient des cours de français. À l'heure du dîner, on avait Delon à la télévision, on suivait les grandes émissions Champs-Élysées, Anne Sinclair, etc. Et c'était on vivait à l'heure française en fait. D'ailleurs, même Claire Chazal que je regardais régulièrement, pour la petite anecdote, je pense que mon choix de prénom est certainement lié à elle. Et puis j'ai travaillé avec elle, j'ai jamais osé lui dire que j'avais choisi le même prénom justement et que je rêvais. Pour moi, elle incarnait la femme française par excellence, indépendante, brillante, belle. En plus, elle était à la tête d'un journal. Enfin, voilà, elle était tout pour moi. Elle représentait vraiment tout ça. Bon, j'ai jamais pu lui dire, je lui dirai jamais, mais c'était marrant de la croiser. Je me disais, voilà, est-ce qu'elle doute un instant ce qu'elle a eu comme comment dire, conséquence, influence sur des jeunes femmes, sur des jeunes filles toutes petites. Et du coup, votre question, c'était les paraboles. Voilà. Et ensuite, fin des années 80, mon père, je me souviens très bien de cette date parce que j'étais en primaire, j'étais au CM2, et on avait des ateliers de théâtre. Et je m'étais inscrite au théâtre le soir, après l'école. Et mon professeur s'appelait Alain, d'ailleurs, si un jour il entend cette conversation, je le salue. Il m'avait dit, c'est formidable, il faut que je t'inscrive au conservatoire de Rennes. Donc il faut que tu demandes à tes parents s'ils sont d'accord. Mais ça coûte un petit peu d'argent, mais t'inquiète pas, il y a toujours une solution pour payer c'était au trimestre. À l'époque, c'était de l'ordre de 1000 francs de mes souvenirs, je me souviens plus trop. Hein. C'était il y a très longtemps. Et je rentre à la maison, je l'annonce à mon père et il me dit non, on a acheté une parabole. Il m'a dit, je vais quand même pas payer 1000 francs pour du théâtre, on a acheté une parabole, c'est plus important. Et donc il a installé cette parabole, il a coulé dans le béton dans un gros pot de peinture de chantier. Et avec mes frères, d'ailleurs, on avait une blague, on l'appelait Mehmet. La parabole, c'est comme, je sais pas, Jean-Claude ou Jean-Louis, c'était un petit sobriquet qu'on avait trouvé. Et donc, en fait, à partir du moment où la parabole est arrivée, on vivait à l'heure turque. Moi, j'allais à l'école, j'étais en France, à l'école de la République. Et quand je rentrais à la maison, c'était la Turquie. Ils étaient plus au courant des matchs de football qui avaient lieu entre deux villes turques que l'élection du maire de Rennes. Ils étaient plus au fait de la vie là-bas. Dans leur tête, ils vivaient là-bas.
Alors, on peut dire comme ça que c'est peut-être pas très grave, ils avaient envie d'avoir des nouvelles du pays, sauf que moi, il y avait des conséquences aggravantes sur moi, en tant que femme. Moi, jeune fille d'abord, et puis après femme, j'avais pas les mêmes droits, j'avais plus les mêmes droits. C'était les codes qu'ils appliquaient dans leur village, qu'ils avaient importé. Du coup, ils ont fait même une intégration à l'envers. Ils sont redevenus ce qu'ils avaient fui en fait dans leur pays, parce qu'en plus ils sont arrivés comme réfugiés politiques, mes parents. Ben voilà, on vivait à l'heure turque. Et puis, quand je me souviens d'ailleurs, pour dire à quel point c'était. D'abord, moi, je pouvais pas faire de théâtre, voilà. Mais si ça avait été mon frère, il pouvait rêver d'être Zidane. Aucun problème, il allait dans des centres de formation dans le sud de la France, des centres de formation de football. Moi, j'avais même pas le droit d'aller au théâtre. J'avais même pas le droit de prendre des cours de théâtre. Enfin, pour eux, c'était pas leur culture. Et c'était surtout pas la place d'une fille. L'intérêt de ce que vous dites, c'est qu'il y a souvent une confusion sur le multiculturalisme. On pense que c'est une vraie tolérance, que c'est une ouverture à l'autre, tout ça. Et en réalité, ce que dit votre livre, c'est précisément l'inverse, que c'est un enfermement, quoi. Mais c'est un enfermement, puisque du coup, les codes français, on peut dire ce qu'on veut, mais la France, ça signifie quelque chose. Être français, ça veut dire quelque chose, et être turc, ça veut dire quelque chose, comme être tunisien, ça veut dire quelque chose. Être, je sais pas, marocain, il y a quelque chose qui définit ça. D'abord, c'est la langue. Mes parents ne parlaient plus français. Et en plus, dans la cité dans laquelle on avait grandi, les Français de longue date partaient, parce que d'abord, ils étaient ouvriers à l'usine, donc ils pouvaient s'acheter une maison ou un pavillon. Ils partaient. Et ils étaient remplacés par des gens de la même origine que nous. La plupart il y avait une grosse représentation de familles turques. Mais qu'est-ce qui se passait avec nos voisins? Mais mes parents, ils n'avaient plus besoin de parler de toute façon français, puisqu'ils se comprenaient mieux avec leurs voisins dans leur langue d'origine. Il y avait aussi cette réalité-là. Je veux dire, à un moment, s'il n'y a plus de référence à la France, mais comment on fait pour devenir français? Encore une fois, je rejoins ce que disait Zora. Peu importe d'où l'on vient, peu importe notre croyance ou pas, ou le droit de ne pas avoir de croyance, ce qui est important, c'est comment on fait pour faire une nation, comment on fait pour faire France tous ensemble, comment on fait pour faire nation tous ensemble. Peu importe d'où on vient, c'est pas ce qui est important, c'est où on va, c'est quoi le cap. Donc ça, c'est tout. Ça ne va pas dans le sens du multiculturalisme, par exemple. Pierre-Yves, vous vous intéressez aux questions d'éducation et de transmission. On sait que l'école est beaucoup travaillée par toutes les questions dont on vient de parler. Comment on résout ça à l'école? Comment on fait par rapport à ces tensions identitaires, les revendications de culture très affirmées? Comment on fait? Alors, je voudrais faire une petite parenthèse. C'est sur la fraternité. Ça n'est pas nier les différences, et simplement avoir un ciment qui permet à tous de vivre ensemble. Qu'on soit hommes et femmes, dominants-dominés, mais qu'on soit ordinaire ou handicapé. Or, les handicapés font partie des invisibles, mais ils sont partie de la société. Et donc, l'école se doit d'accueillir les noirs, les blancs, les religieux, les athées, les classes populaires, la bourgeoisie. Et ce qui est important, c'est que l'histoire de l'école montre qu'elle n'a jamais vraiment rempli ce rôle. Jusqu'à 1936, l'époque de Jean Zay, il y avait deux couloirs totalement séparés, le lycée et l'école primaire. Mais on nous a raconté à tous qu'il y avait les hussards noirs de la République qui ont permis de créer ce creuset dans lequel tout le monde se fondait. Or, c'est pas vrai. Il y avait d'un côté la bourgeoisie, de l'autre côté les classes populaires. Et cette fraternité, à l'école, elle essaye d'exister. Alors, elle essaye d'exister, mais elle a beaucoup de mal. Elle a beaucoup de mal parce que l'école, elle est malgré tout inscrite dans une société. Or, l'école ne peut remplir son rôle que si la société remplit son rôle. Et donc, le combat se trouve être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'école pour faire en sorte que la fraternité soit partagée, soit ce ciment qui va faire exister, qui va faire que les gens vont faire société. Alors, comment est-ce que l'école peut s'en sortir? C'est ça la vraie question, c'est comment est-ce que l'on peut accompagner les enfants, accompagner les enseignants et accompagner les structures scolaires pour qu'elles créent ce ciment à l'intérieur de l'école, comment elles vont faire société. La première, c'est que il faut faire en sorte que les valeurs
qui sont toutes dans ce qu'on appelle les curriculums, dans les programmes officiels, soient mis en avant. Dans la plupart des pays du monde, il y a ce qu'on appelle un cadre d'orientation curriculaire qui définit socialement ce que doit être l'école. On remarquera qu'en France et en Europe, on n'en a pas. On s'appuie sur des choses qui remontent aux années 20, 30, 45 pour certaines, qu'entre-temps on a eu des tas de réformes et que on n'a pas réussi, l'école n'a pas réussi à faire pénétrer en son sein les éléments qui allaient permettre de relier les enfants entre eux. Alors il y a d'abord eu l'exclusion de tout ce qui était handicap, on a créé des structures médico-sociales, on ne veut pas les voir. Après on a fait des ghettos sociaux, et puis on a eu des ZEP à qui on donnait plus, mais ceux qui étaient à la frontière, ça ne marchait pas. Et donc, l'idée, si on veut que l'école soit porteuse de ces valeurs, il faut que les enseignants soient aussi porteurs de ces valeurs. Donc il faut une formation professionnelle. La deuxième, c'est qu'il faut que les programmes de l'école soient aussi porteurs de ces valeurs. C'est-à-dire qu'il faut peut-être interroger la notion d'histoire. À une époque, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu une espèce de querelle entre les historiens pour savoir s'il fallait parler du récit national, du roman national ou des faits historiques. On a parlé aussi des faits religieux, faut-il les introduire ou non à l'école. Il y a ici un débat à avoir sur ce que sont les objets de l'école. Alors, il y en a au moins, je veux dire, il y en a 5. Le premier, c'est s'exprimer, comprendre et s'exprimer, à l'oral et à l'écrit. Ça en fait 4. Et ce qu'on privilégie avec l'école de Jules Ferry, c'est lire-écrire, mais on ne parle pas de parler, on ne parle pas de comprendre. 90% de nos interactions sont orales. Vous êtes un homme de radio, je vous vois pas, je ne vous entends. Il faut que je puisse comprendre ce que vous entendez. Ce que l'école doit faire, c'est permettre aux enfants de comprendre et de se comprendre. La deuxième, c'est de s'exprimer aussi. Enfin, il y a s'exprimer et comprendre et s'exprimer à l'écrit. Et puis, il y a une autre chose qui était le calcul. Alors, vous parlez des mathématiques tout à l'heure. Le calcul, c'est compter. Et à l'époque, quand Jules Ferry a créé ce triptyque, il l'a fait parce qu'on avait besoin d'ouvriers qui sachent compter. Il était bien évident que les classes bourgeoises, eux, étaient déjà dans ce calcul-là. Et donc, il faut arriver à faire en sorte que le troisième terme ne soit plus seulement compté, mais organisé, et organiser sa pensée en particulier. Et donc, il faut repenser ce que sont les fondamentaux de l'école, et ne pas les réduire, les restreindre à seulement des outils ou des instruments. La deuxième chose, c'est que nous sommes héritiers de structures scolaires qui remontent à Napoléon. Le lycée, par exemple, l'université impériale, nous en sommes les héritiers. On a encore le baccalauréat. Et là, c'est une école, une classe. Comment voulez-vous mixter les gens si vous avez une école, une classe, un maître? Il faut que ce soit une école qui reçoive une équipe d'enseignants et qui reçoit un groupe d'élèves. Et là, on va pouvoir inclure les enfants qui ont des difficultés et on va pouvoir accepter les enfants qui arrivent d'autres pays de façon à ce qu'ils puissent apprendre, non, pas seulement pas dans une classe spécialisée, mais avec les autres. Et la notion de fraternité viendra quand ce sera en mesure de créer les conditions dans les écoles pour que tous les enfants soient brassés. Et ils soient brassés indépendamment des religions, indépendamment de leur couleur, de leur âge ou de leur moment d'arrivée en France. Un autre aspect qui me semble important, c'est que il faut que la vie démocratique existe aussi à l'intérieur de l'école. Et là, on peut encore faire appel aux historiens de l'éducation comme Freinet. Freinet avait ce qu'il appelle la classe coopérative, où les enfants décidaient de ce qu'ils allaient faire. Et actuellement, ça n'est plus possible, ça n'existe plus.
ça a été balayé, le vent de l'histoire est passé par là. De la même manière qu'il y a eu entre 1960, 1955 et 1985 une pratique qu'on appelait l'éveil. Alors on pourra revenir sur la notion d'éveil puisqu'elle est utilisée dans d'autres cadres que l'école, mais l'éveil est un moyen d'éveiller les enfants à tout, de les éveiller à comprendre, à entendre les autres. Ce n'est pas seulement la connaissance qui est importante, c'est le chemin par lequel on va à la connaissance qui doit être pris en compte. Et chaque enfant a un chemin. Donc il faut que les enseignants puissent accompagner chaque enfant dans ce chemin. Mais en même temps, il faut qu'ils partagent avec les autres tout ce qu'ils vont pouvoir construire. Claire, vous vouliez réagir, je crois. Merci. Vous vouliez réagir ? Ouais. Je voulais compléter ce que dit Pierre-Yves. Effectivement, c'est très important parce que l'école, quand on est issu d'un pays étranger, l'école, elle peut pas tout faire non plus. Et c'est en cela aussi que vous citiez la parabole. C'est-à-dire que moi, mes références culturelles, cinématographiques, télévisuelles, etc., elles étaient toutes turques. Toutes. Je peux vous citer même les champions de l'époque, l'haltérophilie, c'était la grande passion de la Turquie. Mes parents adoraient regarder ça. Je me souviens encore du nom du champion turc qui est mort il n'y a pas longtemps, qui avait un nom imprononçable, mais je m'en souviens encore. Ça, c'était difficile ensuite, une fois à l'école, d'avoir les codes, les mêmes codes que ses petits camarades. Donc l'école, elle peut pas tout faire. C'est aussi pour ça que le multiculturalisme pose problème, parce que si dans une famille, on ne vous apprend pas ce que c'est qu'être français, quels sont les classiques de la littérature française, les classiques du cinéma français, les sports populaires, mais vous pouvez pas trouver votre place en fait, vous pouvez pas vous faire comprendre ce que l'autre vous dit, et vous êtes mis au banc en fait, parce qu'on se dit mais elle est bête, elle comprend pas, elle a pas rigolé à la blague, elle a pas rigolé à la blague, elle a pas compris la référence. Quand j'étais à la fac, et pourtant vous voyez, je me sentais vraiment française, mais il suffit pas juste de sentir, ça se travaille aussi. Un jour, j'ai une copine de promo, donc j'étais à l'époque c'était encore les DUG, licence et maîtrise. J'étais en DUG et j'ai une copine qui me dit j'arrive avec Poulidor. Attends, je vais garer Poulidor, j'arrive. Je sais pas de qui elle parle, c'est quoi Poulidor? Ok, d'accord, si tu veux. Et puis elle me montre, elle me dit bah voilà, c'est lui Poulidor. Mais j'avais pas compris la référence. Poulidor, quand même, c'est la culture populaire. Genre, tout le monde connaît Poulidor, mais moi, qui étais élevée comme une étrangère, je ne connaissais pas Poulidor, mais je connaissais Naïm Süleymanoğlu, qui était un grand champion haltérophile turc. Donc ça joue vraiment. Et c'est pour ça aussi que, comme j'ai été élevée comme une étrangère, bah, je voyais la France, je voyais les belles choses de la France, je découvrais, mais j'étais émerveillée par tout, mais tout. Les immeubles, je me demandais qu'est-ce qu'on mange dans une famille française. J'ai appris à 15 ans ce qu'était un œuf à la coque. Quelque chose de banal, en fait. Donc tout ça, en fait, il y a aussi un travail à faire dans les familles. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout maîtriser sur le bout des ongles, etc. Mais ça veut dire quand même un minimum, quoi. Sinon, vous faites des enfants à côté, à la ramasse, ou alors qui ont choisi de vivre comme des Turcs. Et dans ce cas-là, je disais à mes parents, avec tout l'amour que j'avais pour eux, malgré la difficulté de vivre, d'être une femme dans cette famille, je leur disais mais pourquoi vous êtes venus en France? Parce que c'est compliqué en fait. Si vous voulez qu'on soit turc, il faut rester en Turquie, il faut retourner en Turquie, parce que vous êtes malheureux et vous faites des enfants qui ont un problème d'identité pour le coup. Vraiment, moi c'était vraiment un tiraillement d'avoir deux cultures différentes. J'avais, pardonnez-moi l'expression, le cul entre deux chaises, et en fait c'était horrible. Je ne savais plus où j'étais, à quelle place je devais être, etc. Donc c'est ça aussi l'idée. Zora, un micro. Non. Ah oui, j'en ai un. Oui. Zora, j'avais déjà oublié que j'avais un micro. Pardon. Dans la vie d'un enfant, il y a une chaîne éducative qui commence par les parents, ne l'oublions pas, et qui continue par l'école, le périscolaire, le voisin, les copains, etc. Un enfant, il grandit dans un environnement où il y a du monde qui intervient. Et les parents interviennent. Les valeurs, être français, c'est aussi un concept universel. Puisque être français, c'est aussi, c'est pas que être français dans la connaissance parfaite d'une histoire qui n'est pas la nôtre.
Moi, mes parents étaient fans de Louis de Funès. Ils parlaient pas du tout un mot de français, mais ils étaient que fans de Louis de Funès. Et c'était ce qu'ils pouvaient faire, et c'était déjà extraordinaire. On lisait La Vie et le Pèlerin chez moi, et pourtant mes parents parlaient pas français. Je traduisais à mon père les infos, etc. Mais c'était des gens extraordinaires. C'était des gens merveilleux. C'était des gens qui avaient une philosophie de vie qui aurait fait honte peut-être à n'importe quel de nos grands philosophes. Et qu'est-ce que c'est l'éducation ? C'est quoi l'éducation ? L'éducation, c'est le bien et le mal, c'est la politesse, c'est le respect, c'est les valeurs, c'est les droits humains, c'est comment on considère l'autre, la fraternité, la solidarité, la générosité. Et ça, c'est universel, et ça, c'est valable pour le monde entier. Et si le monde entier avait ces valeurs et les appliquait, peut-être qu'on vivrait en paix pour l'éternité. Et donc, faut pas se tromper. Faut pas se tromper. On peut être, je ne sais pas, africain dans une hutte et porter des valeurs extraordinaires. On peut être algérien comme mes parents et porter des valeurs extraordinaires. Et moi, mes parents, ils m'ont inculqué qu'il fallait d'abord bien se comporter, être poli avec les gens, savoir remercier, être solidaire, être généreux et partout où on peut essayer d'aider. Ils savaient que leur fille était une militante depuis qu'elle était enfant. Et mon père me disait, partout où tu vas, tu tends la main et tu regardes pas la couleur des gens. C'est ça qu'il faut apprendre. C'est pas de savoir si un tel parle encore français ou si ça m'intéresse pas. C'est comment on vit. Qu'est-ce qui est insupportable aujourd'hui pour les gens ? C'est l'incivilité, c'est le manque d'éducation, c'est le fait qu'on ne puisse plus laisser son vélo dehors, c'est le fait qu'on se fasse insulter, c'est le fait qu'un tel ou un tel n'arrive pas à gérer ses enfants, etc. On a oublié dans cette société qu'il fallait se reposer aussi sur les parents et qu'il fallait leur venir en aide et qu'il fallait qu'ils n'aient pas honte de dire qu'ils n'y arrivent pas, que c'est compliqué pour eux, que gérer plusieurs identités c'est compliqué. C'est bien sûr, c'est pas facile quand on est dans une famille maghrébine de se dire chaque matin est-ce que je suis algérien ou je suis français. Mais au bout d'un moment, on arrive à concilier les deux. Il y a aucun problème. L'important c'est comment on est éduqué, comment on adhère à des valeurs, comment on fait chier personne dans notre vie, comment on dit merci à la boulangère, comment on dit au revoir, comment on est solidaire, comment on s'engage, comment on est antiraciste, comment on combat l'antisémitisme et comment on devient quelqu'un qui porte des valeurs universelles. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Et donc, l'éducation, il faut dans ce pays obliger les pouvoirs publics à mettre en place des actions en direction des parents, lâcher un peu, de saupoudrer la jeunesse, de mettre des actions en direction des parents pour qu'ils puissent pousser des portes partout où ils sont en disant « Excusez-moi, je suis parent, je n'y arrive pas. Mon ado ne m'écoute pas, mon ado ne rentre pas quand il faut, mon ado ne porte pas des valeurs qui sont à la maison. » Et c'est le premier maillon de la chaîne éducative. L'école, c'est son second rôle, mais le premier, c'est les parents. Et à partir de là, si nous portons ces valeurs communes, il n'y a plus de couleur, il n'y a plus de classe sociale et il n'y a plus de territoire. Pierre-Yves, vous vouliez dire ? Oui. Juste, deux choses. La première, c'est que le débat sur instruction, éducation, sur la place de l'école et la place des parents, c'est un débat qui remonte à Condorcet et à la Révolution. Donc, si ça vous amuse, vous pouvez le trouver dans mon bouquin. Ce que je voulais surtout dire, c'est que ce livre s'appelle « Une école pour tous les enfants du monde ». Ce qui me semble important de dire, c'est que ce n'est pas les valeurs que nous portons ne sont pas des valeurs françaises. Elles sont des valeurs qui sont universelles. Et à ce titre, ce livre a été édité en Guinée-Conakry et il est imprimé au Sénégal. Et simplement pour dire que nous portons tous, quel que soit le pays d'origine, des valeurs qui sont identiques. Sauf que ces valeurs, on ne les met pas assez en avant. Et quand vous parlez des parents qui sont désarmés, la question c'est pourquoi sont-ils désarmés? Et qu'est-ce qu'on peut faire en face de ça? Pour l'instant, la seule chose qu'on essaye de faire, c'est demander à l'école de résoudre ce problème. Juste une petite parenthèse,
l'OCDE, l'Office de coopération et développement économique, essaye de développer dans tous les pays de l'OCDE ce qu'ils appellent des compétences de vie. Ça fait partie de ce que le monde entier essaye de développer. MENA aussi, le Moyen-Orient, le Moyen-Orient et l'Extrême-Orient ont aussi des projets où ils vont essayer d'intégrer les compétences de vie au programme scolaire. Et je dis, ce n'est pas dans l'intégration des programmes scolaires qu'on pourra y arriver, c'est en modifiant profondément notre rapport à l'école et la manière dont les enfants sont conduits à l'école. C'était Michel Serres qui disait la pédagogie, c'est le métissage, c'est le voyage. Et c'est justement ce qu'il faut essayer de de promouvoir, c'est que le monde soit métissé et que les valeurs que nous portons, si elles sont vraiment totalement universelles, alors on n'aura même pas besoin de crier très fort, elles seront entendues. Mario Stasi, oui. Vous m'entendez ? Juste d'un mot pour vous donner un petit éclairage de la LICRA sur ce débat absolument passionnant. Nous avons eu avec Bernard Ravet, qui est président de la commission éducation, un entretien avec Pape Ndiaye. Oui, l'école ne peut pas tout. L'école doit être un voyage, certes, mais un voyage qui doit amener les enfants vers la République, vers nos valeurs, en respectant la diversité et les origines, c'est bien évident, mais en les amenant par la compréhension dans un monde où le rapport d'autorité et le rapport vertical est totalement remis en cause, où le rapport de transmission est totalement battu en brèche par des moyens de communication transversaux que sont les réseaux sociaux, qui viennent parfois balayer l'autorité. C'est pas simplement réducteur à notre propre débat, mais c'est un enjeu sociétal. Et donc nous avons émis l'hypothèse, ou en tout cas proposé la solution, que l'école en début d'année, au tout début, dès l'école primaire, privilégie une demi-journée avec les parents. C'est-à-dire une demi-journée où les enseignants, peut-être aidés par des associations avec des bénévoles formés, viennent discuter avec les parents qui viennent. Ceux qui ne viennent pas dans l'école de la République, c'est déjà pour quelques proviseurs ou directeurs d'établissement un signe qu'il n'y a peut-être pas un cheminement dans ce voyage vers les valeurs de la République, mais ceux qui viennent, qui puissent poser toute question, qu'on puisse leur transmettre à eux aussi quels sont les fondamentaux de l'école, de la transmission, du savoir et des lumières, non pas dans un rapport d'imposition, mais dans ce cheminement, ce voyage que vous évoquiez vers nos valeurs. Donc l'école ne peut pas tout. La famille, on a peu d'emprise. Les paraboles, on ne va pas les supprimer. Mais si déjà l'école aide au dialogue non simplement avec les enfants, mais avec les parents, qui se sentiront peut-être plus impliqués dans l'éducation et dans le voyage que l'école républicaine propose à leurs enfants, si cela est mis en place, comme nous le faisons d'ailleurs dans les écoles de police, de gendarmerie, dans les clubs de sport, où nous intervenons de plus en plus dans les écoles de formation, sur le racisme, l'antisémitisme, la laïcité, les lumières, la diversité, les origines, la race, les génocides, le négationnisme, toutes ces valeurs que nous essayons de transmettre, si l'école peut permettre à des parents d'en avoir conscience, de comprendre et de les aider à ce cheminement, je pense que nous aurons commencé à résoudre une petite partie du problème. Alors oui au voyage vers la République, tout en évidemment magnifiant les diversités. Moi on s'enrichit évidemment de l'autre, c'est pas à la LICRA que l'on va dire autre chose, mais peut-être une façon intelligente de responsabiliser les parents, c'est de le faire venir dans ce voyage et qu'ils comprennent ce qu'on va leur proposer aux enfants. Et s'ils ne le comprennent pas, s'ils ne l'acceptent pas, on aura très vite identifié les enfants qui auront besoin peut-être encore plus d'aide pour s'intégrer, pour progresser, pour avoir une vie faite d'ouverture, d'esprit critique, loin des préjugés. C'est aussi un moyen de détecter, sans stigmatiser, mais de détecter les petites difficultés que l'enseignant rencontrera en première, deuxième ou troisième année. C'est tout ce que je voulais vous dire. Alors, il a oublié de se présenter, c'est Mario Stasi, c'est le président de la LICRA. Voilà. Alors,
Je voulais vous remercier parce qu'il y a un autre débat qui suit. On est obligé, hélas, et il y avait la volonté. Non, j'avais juste un petit codicile, c'est que il est important de s'appuyer sur l'histoire. Ce qui est important dans ce festival, c'est que il y a énormément d'historiens, il y a énormément de gens qui vont raconter l'histoire de Joséphine et raccrocher ses valeurs à son histoire. Or, ce que vient de dire Monsieur le Président de l'ICRA existe déjà dans les travaux de Jean Zay en 1936, et donc il faut aller chercher dans l'histoire ce qui va nous permettre de construire quelque chose de nouveau. Mais on ne va pas réinventer l'eau tiède. 90% des choses que l'on peut proposer maintenant ont déjà été réalisées dans le passé. Et je prendrai un dernier exemple qui est l'enseignement mutuel, qui a été balayé par les frères des écoles chrétiennes, qui était l'enseignement par les pères. Et c'est là une chose, juste une petite dernière parenthèse, c'est un enfant qui était handicapé, qui a osé dire dans sa classe les raisons pour lesquelles il avait des difficultés. À partir de ce jour-là, les autres enfants l'ont regardé autrement et il a été intégré. Et la fraternité a fonctionné parce qu'il a été capable, lui, de dire quels étaient ses problèmes. Essayons d'écouter l'histoire. C'est pas un rétroviseur. C'est pas quelque chose qui va nous permettre, mais regardons tout ce qui a été fait depuis, un siècle et demi, et nous aurons des leçons qui nous permettront peut-être d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Alors, je suis obligé d'interrompre. Je suis obligé d'interrompre parce que les organisateurs me disent qu'il faut vraiment finir. Si vous voulez continuer le dialogue à l'extérieur, il n'y a pas de souci. Vous avez identifié les uns et les autres. Une dernière chose avant de vous quitter, c'est Akio Bouillon-Baker, c'est un des enfants de la tribu Arc-en-Ciel qui est ici, me parlait de l'enseignement justement qu'il avait reçu de Jo Bouillon et de Joséphine. Et il disait... Joséphine, elle nous a enseigné, et Jo, nous ont enseigné l'amour inconditionnel de l'autre, le sens de la fraternité et le respect du travail. Et il dit très souvent, Joséphine nous disait, en cas de pandémie d'intolérance, ne jamais laisser cette crasse mentale salir votre esprit. Voilà, c'était un rappel de Joséphine Baker. Merci.